Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous accompagner. Alors, en l'occurrence, pendant 1 heure, mais si le cœur vous en dit, si vous en avez le loisir, si vous en avez l'intérêt, j'espère l'intérêt, finalement, ce sont 4 sessions que l'on vous propose au cœur d'une aventure qui est une aventure alors très ambitieuse, très originale, peut-être même sans précédent, aventure au service des innovations en santé. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? On a essayé de faire un think tank éphémère, un groupe de réflexion dont le seul but est d'arriver à une série de propositions. Ça y est d'ailleurs, ces propositions, elles sont publiées, elles sont quasi publiques. On va en débattre là, à l'occasion donc d'une série d'émissions qu'on vous propose dans le cadre de cette opération, mais sont une série de propositions pour essayer absolument, comment est-ce qu'on va dire ça, d'aider les innovations en santé et de faire en sorte que la France soit un creuset pour ces innovations en santé. Alors, je vous disais, opération ambitieuse, peut-être même sans précédent. Ce sont, pendant plusieurs semaines, 90 contributeurs. On a essayé de rassembler tout le monde, c'est-à-dire évidemment les patients et les médecins, mais aussi les chercheurs, les autorités de santé, les organismes payeurs, l'ensemble des entrepreneurs, des industriels, des start-upers, bref, et même, vous allez le voir, des économistes. C'est dire si on a vraiment été chercher absolument tout le monde pour réfléchir aux innovations en santé. 4 thèmes, 4 grandes thématiques, 90 contributeurs, apportant 135 propositions. Il en reste aujourd'hui à peu près, allez, on va dire une petite vingtaine, voilà, de ces 135 propositions. Et celle dont on va parler là, c'est celle qui concerne, alors j'ai presque envie de dire, Nicolas Bouzou nous accompagne évidemment durant, alors je dis évidemment pourquoi, parce que Nicolas Bouzou, économiste, s'intéresse depuis de nombreuses années à l'économie de la santé et nous accompagne donc sur chacune de ces thématiques. En ce qui concerne la data, pardon de mettre une hiérarchie, je pense que c'est finalement la plus importante de toutes, Nicolas. Data humaine, oui. Voilà. On va réfléchir ensemble, là encore, avec l'ensemble des parties prenantes, y compris d'ailleurs des entrepreneurs, des start-upers qui sont en train de travailler sur cette data. Comment est-ce que tu regardes le sujet sur la data humaine et qu'est-ce qui est intéressant pour toi ? Alors, en fait, la data en santé, c'est 2 choses. Déjà, c'est tout ce qui permet d'augmenter nos connaissances de façon absolument extraordinaire sur notre état de santé, sur l'état de santé au niveau collectif. On a parlé dans d'autres tables rondes de la télésurveillance, des objets connectés. Tout ceci, ça permet des progrès extraordinaires qu'on fait en matière d'imagerie. Tout ça, ça permet de générer des data, du big data, des millions, des milliards, des milliards de data, sous forme d'images, sous forme de résultats d'analyse divers et variés, de 0 et de 1, qui permettent d'avancer dans le domaine des traitements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et dans le domaine des traitements, on peut même aller plus loin. Ça peut permettre de faire de l'épidémiologie, par exemple. Au fond, l'intelligence artificielle en santé comme ailleurs, c'est presque plus des data que des algorithmes. En tout cas, souvent, quand on regarde les choses de près, on voit que les algorithmes ne sont pas si compliqués que ça. En revanche, ça demande énormément de data. Et en santé, la santé, elle fournit énormément de data. L'imagerie médicale, par exemple, c'est de la data. Et donc, il y a tout cet aspect-là. Puis, il y a un deuxième aspect, je dirais, data communication. C'est-à-dire, comment est-ce que les données circulent entre le médecin, la maison de santé, le cabinet de radiologie, le cabinet de biologie médicale, l'hôpital. Alors, je dis comment ça circule parce que je suis quelqu'un de très gentil, parce qu'en fait, en France, en l'occurrence, ça ne circule pas. C'est-à-dire que les datas, elles restent bloquées chez les uns et les autres. Attends. Pendant la crise, parce que moi, les gens, ils viennent me parler. Je sais pas, bon. Non, ils se confient à moi sur les médecins. Serais-tu sympathique, Nicolas ? Non, c'est très surprenant. C'est ce que je suis en train de dire, ils viennent me parler. Et ils me disent, les médecins, ils me disent, mais attends, pendant la crise, là, quand il fallait prendre rendez-vous pour un patient qui avait le Covid dans un hôpital, on cherchait sur Internet quels étaient les hôpitaux dans lesquels il y avait encore des lits de vide. On appelait le secrétaire ou la secrétaire du médecin qui nous disait, le médecin va vous rappeler, etc. Et au bout de quelques heures, c'était fait. C'est-à-dire qu'on a les mêmes méthodes de flux d'informations qu'il y a 100 ans à peu près aujourd'hui, sans rire. En santé. Alors que justement, avec la numérisation, le dossier médical personnalisé, donc qui est un truc dont on nous parle depuis 15 ou 20 ans. Déjà, moi, quand je faisais mes études en économie de la santé, on était au début du dossier médical personnalisé. Tu sais quoi, Nicolas ? Pendant cette table ronde, on posera la question. Voilà. Qui a... Parce que visiblement, on peut l'activer là aujourd'hui, son DMP. Même toi, t'es pas au courant. Visiblement, personne. C'est ça. Et donc, tu vois, la data, ça permet de faire
plein de choses. Et ça permet d'optimiser, vraiment, ça devrait permettre d'optimiser. Donc, c'est extraordinaire. Je veux remonter en amont, Oui, avant. oui. La data, c'est moi. Oui, absolument. Alors, Elle sort de mon corps. Oui. Voilà. Et, on va pas en faire une heure sur la polémique autour des GAFA, de tout ça, de Google. je vais te dire. OK. Là, c'est mes données de santé, Oui. ma vie profonde, intime, absolue, etc. Non. Alors justement, pas du tout. Comment dire? Mes données de santé, moi, mais je suis prêt à les donner. Mais c'est extraordinaire. Alors moi, je donne pas mon sang. Parce que j'ai peur de m'évanouir quand on va me prendre mon sang. Donc ça m'embête de donner mon sang à la collectivité, parce que je suis quelqu'un de pleutre et de lâche. Pour de vrai, Nicolas? Oui, je donne pas mon sang parce que j'ai peur. J'adorerais avoir ce courage. Je le fais pas. Voilà. Par contre, donner mes données de santé à la collectivité, mais bien sûr, formidable. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Non, mais je veux dire, c'est formidable. Mais après, c'est une question de régulation. C'est juste une question. Non, avant ça. Je vois pas le problème. Il faut faire cette pédagogie-là aux gens. Il faut expliquer à quoi ça va servir. Il faut expliquer que c'est formidable de donner ces données de santé. C'est la grande différence culturelle. Alors, j'aime pas trop mettre les choses sur le plan culturel, mais là, ça marche. C'est la grande différence culturelle entre l'Europe et les pays anglo-saxons. Pays anglo-saxons, la gestion des datas, c'est à quoi ça va servir au fond. Et si on comprend les usages, on est prêt à donner ces données de santé. En Europe et en France, paranoïa. On va me prendre mes données de santé. Ouh là 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 là, mes résultats d'imagerie, même s'ils sont anonymisés, ils vont circuler. Mais on me vole mon poumon. Le grand capital va s'en servir. Mais c'est surtout le grand capital va s'en servir. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Non, mais pardon, enfin, ici, on peut le dire. Mais ça, c'est quand même la meilleure nouvelle de l'année. Parce que justement, alors je reviens à ce que je disais sur l'intelligence artificielle. Le gros avantage des données, c'est justement qu'on puisse les traiter, que ça nous permette de faire des progrès dans les soins, ou même un peu plus en amont, dans l'établissement de nouvelles thérapies. Donc, et il faut qu'elle soit massive. Et il faut qu'elle soit massive. C'est le principe du big data. Voilà. Alors, il faut qu'elle soit de qualité, mais surtout, il faut qu'il y en ait énormément. J'ai 20 secondes pour prendre un exemple. Vas-y, non, mais on est bien, on est au cœur du truc, là. Je travaille beaucoup sur l'économie de la cancérologie. Un médecin généraliste, on se prend une pathologie cancéreuse assez courante, cancer du côlon, un médecin généraliste, il va voir 1, 2, 3 cancers du côlon par an. Il n'en voit pas plus. Alors un radiologiste, il va en voir plus, mais il n'en voit pas tous les jours. En revanche, une machine, je peux en théorie lui montrer toutes les images de cancer du côlon du monde. Et donc, évidemment, elle va devenir incroyablement plus performante que n'importe quel praticien, lequel praticien va pouvoir monter en valeur ajoutée et travailler sur le traitement. C'est ce qu'on dit pour les rassurés, ça, qui vont monter en valeur ajoutée. À un moment... Alors, notamment sur l'histoire des radiologues, enfin, on en parle depuis un bon moment, hein, c'est-à-dire que la machine est aujourd'hui plus efficace que les hommes pour les radio. Non, mais radiologue, c'est un peu terminé. C'est-à-dire que, en fait, le radiologue devient chirurgien. En réalité, ce qui se développe aujourd'hui grâce aux technologies de la santé, c'est ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle. C'est-à-dire que, je reprends le cas du côlon, quand aujourd'hui on fait une coloscopie du côlon, si on voit quelque chose, on l'enlève. Et donc, en fait, il y a une fusion des actes, ce qui nous renvoie à un sujet dont on a déjà parlé, qui est le sujet de la formation. Et donc, on voit que la destruction créatrice dans le domaine technologique, elle génère aussi une destruction créatrice, ou elle devrait générer une destruction créatrice dans le domaine de la formation. Je reviens sur la data. Enfin, on y est d'ailleurs, hein, mais juste pour terminer ce propos liminaire, c'est quand même une terre de fantasmes. Oui. C'est-à-dire que derrière, et tu viens de le dire, c'est-à-dire, je donne mes datas, machine apprenante, qui sait énormément de choses, qui va se mettre à prévoir énormément de choses. Et tout à coup, là, Nicolas Bouzou, vous avez 45 ans, je vais vous dire exactement ce qui va se passer pour vous dans les 30 prochaines années. Oui, mais ça, je ne suis pas obligé de le vouloir, en l'occurrence. Et puis, je sais quand même qu'il y a heureusement une marge d'erreur, que je ne suis pas que mon génome. Mais à la limite, enfin, moi, alors là, si demain, on me dit... tu présentes tel risque et donc tu peux mettre en place tel type de comportement pour compenser tel risque. Je veux dire, je ne considère pas que c'est la fin du monde. J'ai même presque tendance à considérer que c'est un progrès. Hein. Je suis foufou parfois. Bon, donc, nous devons massivement donner nos données, pardon de le dire comme ça. À partir du moment où c'est régulé. Mais Non, mais on va le comparer aux dons d'organes. C'est-à-dire, il faut surtout donner ces données sans savoir à quoi elles vont servir. Parce que justement, elles vont servir à de l'innovation et qu'on ne peut pas le dire aujourd'hui. Bien sûr. Premier point. Et deuxième point, il faut qu'elles circulent partout. C'est l'autre point. C'est l'interopérabilité. C'est un terme pas très beau, mais c'est très important. Et on n'est pas au point là-dessus en France. Et on va peut-être d'ailleurs démarrer le débat là-dessus, sur l'interopérabilité, comme tu dis. Voilà, je vais le répéter 3-4 fois. Le débat tout de suite.
Et donc on va débattre avec Anne Schweighofer qui est avec nous. Bonjour Anne. Donc vous êtes, alors pour le coup vous avez porté une grande partie de ce débat puisque l'ensemble de ces débats sont portés, je le disais encore, rassemblent toutes les parties prenantes, mais sont portés par ce qu'on appelle supra ou super éclaireur d'ailleurs, Anne. Vous êtes super éclaireur. Super éclaireur, voilà, super éclaireur sur le dossier des data humaines. Donc Anne Schweighofer, vous êtes patiente experte en démocratie sanitaire et en accompagnement en oncologie. Donc voilà, on va débattre avec vous et avec Isabelle Zablitz-Schmitz. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors vous avez une vie déjà bien... Non mais une partie... Non mais parce qu'on va vous revoir Isabelle, vous allez retrouver Isabelle dans d'autres tables rondes parce qu'il y a une partie, on va dire, privée, entrepreneuse, Syntec numérique, etc. Oui. Et puis une partie publique, et c'est peut-être la partie publique là qui va plus nous intéresser, Isabelle, directrice de projet, délégation ministérielle au numérique en santé, c'est ça? Exactement. Isabelle. Et donc en fait, la data en santé, c'est vous. À un moment, si on dit allez go, faut y aller, faut lâcher les chevaux, il faut lâcher les datas, c'est vous qui appuierez sur le bouton. Alors nous, on va peut-être être, je vais pas dire la baguette magique, mais en tout cas un instrument qui se met au service justement des patients et des professionnels de santé pour faire en sorte que la data existe et qu'elle circule bien. Mais nous ne sommes finalement que les instrumentalistes de cette réalisation. Vous savez, tout à l'heure, je ne vais pas vous faire plaisir, mais donc il y a quelques instants, là, l'économiste Nicolas Bouzou qui discutait avec moi pour introduire le sujet, et il dit en fait le problème, et on peut parler d'ailleurs un peu plus largement de l'innovation en santé, il dit le problème c'est que c'est le ministère de la Santé qui s'occupe de ça. Alors là, moi il dit il faudrait que ce soit Bercy, il faudrait que ça devienne vraiment de l'économie. Voilà. Alors nous, notre conviction profonde, en fait, c'est que c'est pas le sujet du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, il a un rôle en fait là-dedans. Il a son rôle, celui d'un régulateur finalement, d'un orchestrateur. Mais c'est en fait le pouvoir de chacun. Parce que là, on parle d'une cause qui est une cause fondamentalement citoyenne. Donc quand on parle de passants, de professionnels de santé, vous et moi, on a forcément un des deux rôles. Vous voyez ? Et donc ça, c'est super important. Et en plus, les industriels sont là aussi au service en fait de ces causes-là. Donc on voit bien que c'est une... D'accord, mais à un moment, alors, et je vais employer le mot d'architecte, on va voir, vous m'avez apporté une magnifique maison, et donc on va la voir demain. Mais à un moment, il y a un architecte, et cet architecte, surtout Isabelle, je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, c'est pour discuter. On la voit là, votre maison. Non, mais on la regardera. Ça vous donne une idée de la complexité du sujet. Mais surtout, je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, mais ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'à un moment, l'architecte, c'est quand même le ministère de la Santé. Et c'est ça qui est le cœur de ce qui me passionne dans les 4 émissions qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'à un moment, on est obligé de poser la question, est-ce qu'on parle de santé ou est-ce qu'on parle d'économie ? Et quand on parle de data humaine, forcément, à un moment aussi, on se pose la question, est-ce qu'on parle de santé ou est-ce qu'on parle d'économie ? Oui. Alors, en fait... fondamentalement, je pense que, encore une fois, on fait avancer une cause citoyenne. Et je pense qu'il faut bien rester là. Et forcément, ça va passer par de l'économie, ça va passer par de l'architecture, ça va passer par un certain nombre d'interactions. Et donc, comme je le disais, en fait, le rôle du ministère de la Santé dans ce domaine, donc c'est pour ça que nous avons pris en fait une maison pour illustrer la feuille de route. On va la détailler tout à l'heure. Là, on fait connaissance. Mais le ministère de la Santé, en fait, il est fondamentalement là pour donner en fait tout ce qui est, comme dans une ville, en fait, les routes, les canalisations, les règles d'urbanisme, c'est son rôle. Ouais, c'est ça. Et le reste, j'allais dire, c'est la créativité, si vous me permettez le mot, l'innovation, qui va être issue très souvent, et on le voit très bien, des patients, qui est issue des professionnels de santé, et qui est issue des industriels. Et en fait, le ministère de la Santé, il a vraiment son vrai rôle, là au milieu, c'est pour faire en sorte que les choses se fassent de manière pertinente et harmonieuse. Et puis nous avons Philippe Guénoin qui est avec nous à distance. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, chargé du transfert technologique dans le domaine de la santé à l'INRIA. Philippe, je vous entendais dire, en fait, moi mon boulot c'est d'identifier les verrous technologiques et d'identifier des solutions pour lever ces verrous technologiques. Je résume à peu près bien ce que vous essayez de faire et ce que vous faites. Alors disons que c'est notre contribution. Nous sommes un institut de recherche dans le numérique et en mathématiques appliquées. Et à notre niveau, l'idée est de pouvoir
contribuer à justement lever ces verrous, apporter des solutions au-delà de l'état de l'art et surtout d'arriver à comprendre comment ces innovations, ces solutions peuvent vraiment rencontrer leurs utilisateurs, le marché d'une manière générale. Et en effet, comme vous l'avez souligné, la santé est un marché particulier, il est organisé d'une façon très réglementée, et fort heureusement, je dis ça en tant que citoyen et patient. Les modèles économiques également sont un peu plus complexes, puisque, comme vous le savez, le prescripteur, l'utilisateur, le payeur ne sont pas les mêmes entités ou les mêmes personnes. Donc il faut comprendre un petit peu comment ça s'organise, pouvoir aider les collègues à identifier aussi quels peuvent être nos partenaires pour amener nos contributions dans le domaine du numérique, en lien avec la santé et avec les données de santé également, pour les amener à rencontrer leur public, à avoir un impact, au-delà de l'impact en termes de recherche, qui est notre objectif, d'avoir un impact également au sein de la société, au service des gens, au service des patients, au service également de l'économie française et européenne. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est toute... Anne, c'est toute l'ambiguïté finalement de ce sujet absolument passionnant. Et on tourne autour 2-3 fois. Alors si vous regardez nos programmes, vous le verrez, je pose la question à Nicolas Bouzou, juste là parce qu'on a un peu de temps, donc on réfléchit ensemble au truc, et puis ensuite on va rentrer dans le dur de la data. Mais en gros, est-ce que ça peut être vraiment une économie ? Si c'est une économie, ça veut dire qu'à un moment, il faut mettre un prix sur la vie. Voilà. Tout à fait. Mais le système français, que je trouve très bien organisé, nous permet de nous échapper un peu de ces considérations. En tant que patient, moi, j'aime tellement notre système. Il est extrêmement... il met à disposition de la médecine et des patients un système dans lequel le patient lui-même n'a pas trop à se préoccuper du coût de la santé. Oui, mais c'est quoi la réalité, Anne ? Pardon, c'est qu'on est à bout de souffle. Ah, je suis d'accord. Et surtout dans cette période très compliquée. Oui, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Enfin, non. Mais c'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'effectivement un formidable système, mais en refusant, alors est-ce qu'on le refuse, j'en sais rien, mais en tout cas en ne l'abordant pas par l'angle économique, on est en train de le mettre à genoux, on est en train de le ruiner finalement. C'est un peu ça le problème. C'est alors juste je finis ce propos liminaire, mais le formidable patron de Selectis. Alors voilà, Selectis travaille sur le génome, et voilà alors une entreprise qui a réussi à changer d'échelle, a réussi, mais en allant d'ailleurs en partie se coter au Nasdaq, à prendre une dimension formidable. Et il me disait, écoutez Stéphane, c'est assez simple là, cette crise du Covid. On a dépensé, j'en sais rien, l'État, on verra bien, mais quoi, allez... 200 milliards d'euros à peu près, 200 milliards d'euros pour sauver. Combien de vies ont été sauvées par nos 2 confinements et par l'arrêt de l'économie par rapport à ce qui aurait été malheureusement le résultat de cette épidémie si on n'avait rien fait ? On ne sait rien, peut-être 100 000 personnes. Voilà, donc vous faites la division, vous avez le prix de la vie. Vous avez de quoi financer de la recherche. Bon, mais je ne sais pas si on peut réfléchir comme ça. Data humaine. La richesse et la diversité des données de santé constituent un formidable réservoir d'informations pour le développement de solutions de santé innovantes. Cette opportunité se heurte néanmoins à la complexité du recueil des données personnelles et à la défiance des usagers face à leur mise à disposition. Voilà le sujet. Anne, sur quel fil est-ce qu'on peut commencer à tirer ? Nicolas Bouzou disait tout à l'heure, on peut démarrer par l'interopérabilité, par exemple. Est-ce que ça vous semble un bon point de départ ? En gros, j'ai l'impression qu'il y a des verrous politiques, moraux, éthiques, et puis des verrous techniques. Exactement. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a 2 axes sur cette discussion. Il y a l'axe politique, citoyen, et l'axe technique, le problème de l'interopérabilité des données. Alors, démarrons par le verrou technique, justement, qui est peut-être le plus simple à lever, finalement. On ira demander son avis tout à l'heure à Philippe. Interopérabilité. Un vrai souci. Alors, moi, je ne pourrais pas parler du côté technique parce que je ne travaille pas dans l'utilisation des données. Mais il est clair que pour un patient ou un médecin, on a eu quelqu'un dans notre groupe de travail qui était médecin et qui en parlait aussi, il y a un vrai problème d'interopérabilité des données, de comment on arrive à... Il y a des standards, mais qui, pour l'instant, ne sont pas appliqués. Qu'est-ce que ça donne concrètement ? Ce manque d'interopérabilité. Concrètement, du point de vue des patients, ça donne des données qui viennent d'un centre ou des données qui viennent d'un autre centre que votre médecin ne peut pas lire. Ça donne pour des médecins des données qu'ils ne peuvent pas exploiter parce qu'elles viennent de laboratoires différents qui ont des systèmes d'exploitation différents.
Donc ça donne un problème d'exploitation des données, puisque on ne peut pas les extraire, on ne peut pas les utiliser. Et donc si on ne crée pas des standards, des choses qui permettent de lisser toutes ces données, elles ne peuvent pas être exploitées. C'est bien dommage. Il y a une absence, alors évidemment je parle sous votre contrôle Isabelle, mais il y a une absence d'interopérabilité entre quoi ? Entre cliniques privées et hôpitaux publics, entre différents hôpitaux publics même entre eux, partout, il y a des silos, partout, il y a des barrières, partout. Et en tant qu'utilisateur direct du système, ou même ce que disait donc l'oncologue qui participait, on est confronté à cette différence de logiciels, de systèmes d'exploitation, il n'y a pas de généralisation, sauf le DMP. Dossier médical partagé ou personnel ? Partagé. Partagé. Oui. Personnel et partagé, en fait, le dossier médical. Alors, Isabelle, alors, allez-y. Visiblement, alors là, il y a de l'argent à disposition pour que ça bouge. Je réagissais parce que Anne m'invitait déjà. Non, mais allez-y, je vous en prie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la France a entamé, il y a 18 mois, un virage du numérique en santé et qu'elle aurait pu le faire avec ce qui était, j'allais dire, trendy, avec un certain nombre d'innovations qui venaient se superposer. Et bon... On a décidé de faire un travail de fond, en fait, parce qu'on avait extrêmement conscience, en fait, de ce dont Anne vient de parler. Donc, au lieu, en fait, de passer en surcouche, on a dit on va nettoyer, en fait, le fond pour qu'on ait des systèmes interopérables. C'est pour ça que lorsque, tout à l'heure, on détaillera votre magnifique maison, vous verrez que dans les socles de la maison, il y a justement un socle qui s'appelle l'interopérabilité. Et comment on a abordé le sujet ? On ne s'est pas dit... Eh bien voilà, l'État va, brut de fonderie, j'allais dire, imposer un certain nombre de règles et qui forcément vont se heurter à un existant. On a fait, et ça a pris un petit peu de temps, c'est pour ça qu'on a commencé il y a 18 mois, mais les choses évoluent, on a fait une doctrine technique du numérique en santé. Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu le manuel de référence avec les règles à mettre dedans, y inclus, et pas que, l'interopérabilité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les standards dont parlait Anne, un certain nombre d'autres règles techniques sont mis en concertation avec l'ensemble de l'écosystème. Donc c'est en accès libre sur le site de l'Agence du numérique en santé. Une première version de la doctrine technique avait été mise en 2019. Et là, on vient de remettre en concertation une nouvelle mouture, parce que les choses évoluent. On n'est pas dans un monde où la technologie, où les règles peuvent rester, j'allais dire, gravées dans le marbre. Absolument. On est obligé de faire avancer les choses, sinon on va freiner l'innovation, et c'est absolument pas notre propos, puisque notre propos, c'est justement de mettre un maximum de solutions smart, puisque je vois ça derrière vous, à disposition du patient et du professionnel de santé. Donc c'est pour ça que cette doctrine technique du numérique en santé, elle est extrêmement importante et elle est mise en concertation avec l'écosystème de façon à ce qu'on puisse tenir compte de tous les avis, j'allais dire, des industriels, des associations de patients, enfin des institutionnels aussi. Voilà, on est dans un système qui concerne tout le monde et donc ça, c'est l'élément structurant. Et à un moment donné, c'est vrai qu'il va y avoir des choix techniques qui vont être faits. Quand ? Alors, dans le courant de l'année 2021, par exemple, il y a un certain nombre de choix qui vont déjà être faits. Et donc, au fur et à mesure du temps, ils vont devenir des standards. Des standards et qui vont être opposables avec des marges de flexibilité. Donc ça, c'est le fonctionnement que l'on met en place, c'est-à-dire avancer de manière, comme je vous le disais, organisée finalement, pour faire tomber toutes ces barrières qui gênent en fait tout le monde. Et là où c'est très intéressant, Isabelle, c'est que vous me disiez que c'est vrai que ce fameux Ségur de la santé, où on a vu, nous, essayer de soutenir l'ensemble des soignants qui étaient au front contre le Covid. En fait, il y a du sous-jacent technique, technologique dans ce Ségur de la santé. Exactement. Parce que l'un tient l'autre, finalement. C'est toute la réflexion des autorités. C'est-à-dire adresser, finalement, ce qui était la souffrance des professionnels de santé et des structures hospitalières ce qui a donné lieu au Ségur, sans passer par qu'est-ce qu'on fait au niveau du numérique, ça aurait été se tromper de combat. Parce qu'on sait très bien qu'une partie de la souffrance qui est exprimée vient aussi de modes de fonctionnement qui sont parfois désuets et de la perte de temps, très simplement, dans ce que j'appelle le parcours du professionnel de santé. Il perd du temps parce qu'il ne sait pas lire le document que lui a envoyé son confrère. Et donc ça, c'est quelque chose qui, à notre époque, n'est plus audible et auquel nous, on s'attaque de front.
on perd du temps et on perd de l'argent. Je vais Et revenir là-dessus, parce que s'il doit refaire les examens, voilà, tout Non, ça. mais exactement. Et ce chiffre que vous me donniez de 2 milliards d'euros, 2 milliards d'euros pour l'accélération du déploiement des services socles. Donc, on va voir avec votre maison tout à l'heure. Donc, c'est l'interopérabilité, mais pas seulement. Mais pas seulement. Pas seulement. Voilà. Voilà, Bon, mais on verra après les oui, autres services socles. Mais je vais me tourner évidemment vers Philippe Guénoin. C'est au cœur de vos réflexions, j'imagine, ces questions-là, Philippe, d'interopérabilité entre les systèmes. Peut-être sur la démarche que nous expliquait Isabelle, c'est-à-dire aller voir l'ensemble des parties prenantes pour définir des standards et à un moment faire un choix. Comment est-ce que vous regardez ça ? Je dirais que c'est fait. Alors ça peut paraître effectivement choquant ce que je vais dire, mais ces questions de standards, de profil d'interopérabilité, j'ai des collègues, c'est même plus des sujets de recherche, qui travaillent depuis des décennies. Les standards sont là, ils existent. Il existe des associations au niveau international de gens qui travaillent entre eux, qui réunissent des professionnels de santé, qui sont considérés comme les utilisateurs, des industriels, aussi, quand c'est nécessaire, des instituts de recherche, pour travailler sur ces profils et définir comment on peut les utiliser. Une fois par an et par continent, par exemple, il y a une manifestation qui s'appelle le Connectathon, qui est organisée, qui va réunir les utilisateurs et les éditeurs de logiciels pour tester l'interopérabilité entre les logiciels. Donc, les solutions techniques sont là, et comme souvent, c'est plus des questions d'usage, comment les amener. Et encore, là, un domaine dans lequel je suis incompétent et j'aime pas trop les incantations autour de l'économie, ça peut parfois, à titre personnel, m'agacer, mais en l'occurrence, il faut des encouragements au niveau économique ou alors des mesures de rétorsion par rapport à l'utilisation de ces standards. Aujourd'hui, par exemple, de nombreux appels d'offres peuvent être faits sans exiger l'utilisation des standards qui pourraient permettre l'interopérabilité entre les logiciels déjà en place avec les systèmes d'information, l'alimentation facilitée des entrepôts de données. Donc les outils sont là, en tout cas pour l'interopérabilité, on va dire au niveau technique des logiciels. Après, il y a d'autres questions encore ouvertes, complexes, qui font parfois appel à d'autres types de spécialités. C'est autour de l'interopérabilité sémantique. Comment se mettre d'accord sur le sens des mots entre spécialités, entre professions, entre pays et entre cultures. Donc ça, c'est des travaux qui sont en permanence ouverts et qui sont importants. Et enfin, un autre aspect aussi, c'est vrai que des progrès techniques peuvent permettre parfois d'aller plus loin ou de régler ces questions d'interopérabilité lorsqu'il s'agit par exemple de l'analyse du langage naturel. C'est aujourd'hui possible d'aller lire des documents et de pouvoir en extraire le sens automatiquement et ensuite d'alimenter des entrepôts de données. Ça reste compliqué, c'est très complexe parfois pour comprendre les triples négations qui peuvent exister dans la façon dont des médecins écrivent leurs rapports, mais c'est probablement un moyen plus simple que de tenter de leur imposer des formulaires pour lesquels on va discuter pendant très très longtemps, arriver à un consensus. Donc voilà, les solutions techniques sont souvent là, c'est plus dans la façon d'orienter les usages, d'encourager l'adoption. Voilà. J'aime bien la référence au style médical. Mais attendez, parce que je voudrais être sûr d'un truc, Philippe, Isabelle. Ce que nous dit Philippe là, Isabelle, les standards sur lesquels vous allez faire des choix, ils ne vont pas venir en porte-à-faux avec les standards internationaux que nous décrit Philippe là. Oui, non, voilà. Non, bien entendu. Sauf qu'il y a des partis pris et des discussions en fait en différents types de standards, et donc d'où l'intérêt de faire une consultation, d'écouter un petit peu toutes les parties prenantes, et puis d'un moment donné de mettre en place un cadre qui soit le plus ouvert possible, mais qui veille justement à faire tomber les silos. Anne, interopérabilité, on a fait le tour. Je regardais dans l'ensemble des propositions, parce qu'effectivement, c'était ce qui était ressorti au départ des 4-5 propositions phares qui sortent de cet atelier. On a fait le tour pour vous autour de l'interopérabilité. Alors, on peut peut-être à ce moment-là regarder votre maison avant d'aller vers les questions plus sociétales, statutaires, politiques, sociales, etc. Et tout. On peut peut-être la regarder, votre
votre maison, Madame l'architecte Isabelle. Alors, je ne suis pas à l'initiative de la maison, mais je fais partie de l'équipe qui la porte. Hein. Alors, donc, on voit bien, alors je ne sais pas si on arrive à le voir, parce que même là, même sur l'écran. Donc, on voit bien au-dessus tout ce dont on va parler, c'est-à-dire la façon dont ces données peuvent s'échanger, etc. Non, mais laissez-la la maison à l'image. On voit au-dessus donc la façon dont tout ça peut s'échanger, c'est dans les fondations et même sous les fondations. Qu'est-ce qu'il y a sous les fondations là Donc là, il y a des référentiels socles. C'est quoi donc, on a parlé de l'interopérabilité. Ben voilà, ça en fait partie. Il y a quoi d'autre comme référentiel socle Alors, par exemple, nous, il y a un élément, et ça va très bien avec le cadre dans lequel on se trouve, il y a un élément fondamental qui est l'éthique, pour nous, par exemple. Donc, aujourd'hui, on veille vraiment à ce que tous les développements du numérique en santé se fassent par rapport à ce qui nous semble être un prisme culturel auquel on est extrêmement attaché, qui est avoir un cadre éthique autour de l'utilisation des données. Donc là, on embraye effectivement sur l'autre partie du sujet qu'évoquait Anne tout à l'heure. Donc il nous a semblé important de mettre aussi de l'éthique, de la sécurité. Par exemple, dans les données, on ne peut pas concevoir que des données patients soient j'allais dire, galvaudées. Et pourtant, on peut voir dans d'autres géographies, par exemple, que il n'y a pas ces référentiels, il n'y a pas ce réflexe en fait de veiller à avoir une promesse citoyenne quelque part, c'est-à-dire de s'engager vis-à-vis du citoyen à utiliser de manière éthique et de manière sécuritaire. Attendez, Isabelle, ça veut dire, effectivement, on va rentrer dans le dur. La donnée de santé ne doit servir qu'à améliorer la santé, on va le dire comme ça ? Alors, là, je pense que c'est probablement un petit peu réducteur parce qu'en fait, la donnée de santé peut servir à quand même beaucoup de choses, mais il faut savoir dans quelles conditions. Et en fait, il y a une distinction assez importante, je crois, à faire déjà de prime abord entre ce qui est une donnée de santé et une donnée personnelle de santé, c'est-à-dire où on identifie quel est le patient qui est à l'origine de cette donnée. Et déjà, les types d'utilisation que vous pouvez faire dans les deux champs sont complètement différentes. Et des données de santé, par exemple, j'allais dire, tout à fait anonymisées et tout à fait distinctes, peuvent servir à des fins, pourquoi pas, économiques, c'est-à-dire à faire des statistiques, peuvent servir à des fins de recherche, peuvent servir même à des fins commerciales, hein, puisque pour développer un produit, on sait très bien qu'il faut avoir un certain nombre de données pour savoir si le produit va répondre aux besoins. Tout à fait. Donc, en fait, il y a un certain nombre d'usages en fait, autour de la donnée de santé qui sont différents de ceux de la donnée personnelle de santé, qui, elle, est effectivement beaucoup plus sensible. Et dans les deux cas de figure, il faut un cadre éthique, de toute façon. Hein. Après, une fois qu'on a dit ça, ça peut aussi se chevaucher, j'en sais rien, moi. Vous avez de manière anonymisée une maladie rare à Romorantin. C'est plus vraiment anonymisé. Enfin, vous voyez, il y a... c'est pour ça que le sujet... La ligne de crête est étroite. Voilà. C'est pour ça que le sujet n'est pas simple et qu'il demande à avoir un cadre de fonctionnement qui soit clair et partagé, encore une fois. Et c'est ce qu'on s'attelle vraiment à faire, notamment dans le cadre du Health Data Hub qui fait partie de la maison. On va en reparler du Health Data Hub. On finira avec le Health Data Hub. Anne Schweighofer, réflexion sur la possibilité et la pertinence d'un droit de propriété de la donnée de santé. Tout à fait. Comment est-ce que vous regardez ça ? Dites-moi un petit peu. C'est vrai que toutes ces questions éthiques posent la question de l'engagement des personnes qui mettent à disposition leurs données anonymisées ou non. Effectivement, se pose la question de la démocratie en santé et donc certaines recommandations de nos discussions, de nos tables rondes ont amené des discussions autour de la formation du public parce que comme vous le voyez, en prenant la parole, vous êtes déjà en train d'expliquer ce que c'est la donnée de santé parce que c'est déjà assez flou pour le public. Et donc la formation, l'implication du public, des citoyens, des usagers, des patients, quel que soit le mot qu'on utilise, nous a paru très importante. Former, éventuellement même penser à de la donnée, des dons de données, comme des dons de sang. On va en parler. J'ai découvert le terme de dataton. Dataton. De dataton. Alors dataton serait plus des réflexions sur les datas, mais le don de données, en fait, presque de la donnée... que donner ces données, ça devient un acte citoyen qui permet de faire progresser la recherche. Alors, oui, d'accord, je comprends. Le don de données, comme il y a aujourd'hui le don d'organes, comme il y a aujourd'hui le don de sang. Voilà, mais ça passera par une information, une formation des patients, des usagers, des citoyens,
Et ça passera par une meilleure démocratie en santé, c'est-à-dire une implication de toutes les parties prenantes de ce process. Impliquer tout le monde. Et pour ça, être à la base de toutes les réflexions. Mais citoyens. Je reprends ça, le don de sang. Quand je donne mon sang, je le donne. N'ouvrez pas votre cahier, Isabelle. Vous savez exactement ce que vous avez à dire et vos convictions. Quand je donne mon sang, je le donne. Je sais à qui je le donne. Oui. Je le donne à une autorité en qui j'ai toute confiance et je sais que ce sang, il va être utilisé à bon escient. C'est ça aussi le cheminement pour la data, pour la donnée humaine. Alors, donc en fait, c'est un. Il faut qu'il y ait une espèce de tiers de confiance. Alors, le rôle d'un tiers de confiance, il est fondamental, évidemment. Ça fait partie d'un cadre autour de la donnée de santé, évidemment. Et en tant que ministère de la Santé, on est de facto, je l'espère en tout cas, tiers de confiance. Ah oui, donc, je pense, oui. donc effectivement, Pour l'instant. effectivement, cette notion est extrêmement importante. Et ce que Anne évoquait donc, en termes de démocratie sanitaire et de pédagogie, finalement, auprès du citoyen, c'est quelque chose qu'on a pris à cœur également, qui fait partie également de notre engagement dans le virage du numérique en santé. Et donc, on a mené l'an dernier un grand nombre d'ateliers vraiment avec les citoyens partout en France pour recueillir justement leurs interrogations, leurs questions et leurs idées sur justement le rapport au numérique en santé qui donc se transforme en data à un moment donné, parce que quand on parle de numérique, on parle de data. Donc c'est quelque chose qui est fondamentalement ancré, je dirais, dans la méthodologie, et on voit bien qu'on n'est pas au bout du chemin, qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire sur cet aspect-là. Et on a fait en fin d'année en fait un sondage pour avoir un petit peu, sur base de ces retours un peu qualitatifs de terrain, un certain nombre d'éléments plutôt quantitatif cette fois-ci, pour savoir quel est un petit peu le regard que le citoyen porte sur ces données de santé. Et donc, c'est intéressant de voir les résultats, parce qu'en fait, l'opinion de dire, eh bien, le citoyen, non, il veut jalousement garder ses données, c'est quelque chose d'assez désuet. Et quand on est patient, a fortiori dans des maladies rares, on est plutôt enclin à partager ces données, puisqu'on a envie que la recherche progresse et qu'on sait bien qu'on ne peut l'alimenter qu'en ayant des cas d'usage et des données. Donc, en fait, cette enquête nous a permis de sortir quand même un certain nombre de chiffres, évidemment, qui ont été, j'allais dire, mis aussi à l'aune de la pandémie, puisqu'on a eu un développement des usages numériques assez incroyable pendant la pandémie, donc avec le développement notamment de la télémédecine, mais qui a permis aux citoyens de se confronter finalement à qu'est-ce que pouvait apporter le numérique en santé et qu'est-ce que pouvait apporter finalement l'utilisation intelligente, encore une fois, des données de santé. Donc ces éléments-là, ils sont assez structurants. Et donc on voit bien que les Français sont assez enclins à partager leurs données, mais nous, en tant que ministère de la Santé, notre devoir par rapport à ça, c'est d'aller leur montrer qu'on met en sorte que les règles du jeu soient extrêmement précises. Donc c'est vrai que je me permettais de regarder un petit peu les chiffres pour ne pas vous donner des mauvais chiffres. Donc c'est quand même intéressant, parce qu'en fait, on voit que 70% des Français, globalement, sont prêts à partager leurs données de santé. Donc c'est quand même une grande majorité des Français. Ça veut dire aussi qu'il faut traiter les 30% de réticents qui peut-être ne savent pas qu'on est en train de construire justement des cadres qui vont leur permettre d'être sereins par rapport à ça. Et on voit aussi qu'il y a 85% des patients qui sont prêts, enfin des citoyens patients, qui sont prêts à utiliser, à converser en fait avec une messagerie sécurisée, et donc via cette messagerie à transporter en fait des informations, des données de santé avec les professionnels de santé. Donc ça, ce sont quand même des choses qui sont relativement neuves et qui nous encouragent en fait à aller dans le sens de ce virage du numérique en santé. Philippe, quand on préparait ensemble ce débat, vous m'avez dit, pour donner quelque chose, encore faut-il l'avoir. Qu'est-ce que vous vouliez dire en l'occurrence ? C'est-à-dire qu'il est compliqué d'avoir aujourd'hui, en tant que patient, même en tant que patient très, très averti, enfin moi j'essaye en tout cas d'être averti, puis en plus je suis un peu numériquement éduqué, d'avoir accès et de pouvoir gérer ses propres données de santé. C'est complexe.
Ça demande vraiment un effort permanent d'avoir à gérer tous les papiers. D'ailleurs, parfois on peut scanner des choses, où on a de plus en plus de résultats sous une forme numérique, mais c'est compliqué à organiser, c'est compliqué d'avoir cette vision. Donc il faut imaginer un système qui vous facilite la vie. Alors bien entendu, on a tous entendu parler du DMP et nous espérons qu'il sera de plus en plus utilisé, alimenté par les médecins, qu'il soit aussi facile d'alimentation par les patients eux-mêmes, puisque aujourd'hui j'ai fait l'expérience, je crois que j'ai oublié d'ailleurs ma phrase d'authentification, ça reste très compliqué, même pour des gens avertis, de s'en servir soi-même et de l'alimenter. Donc il y a probablement un avenir à proposer des outils, des services, pour permettre à chacun de pouvoir suivre ses données de santé, les avoir sous la main, et si nous sommes dans un système où nous demandons spécifiquement aux personnes d'acquiescer pour un don, qu'ils puissent être en mesure de savoir ce qu'ils donnent, à qui et comment. Après, on peut imaginer d'autres systèmes aussi, puisque nous sommes dans un système global, solidaire et collectif, et qui prend en grande partie qui nous aide à maintenir, qui prend en charge notre santé. On peut donc aussi accepter qu'on n'ait pas le contrôle ou qu'on délègue le contrôle également au collectif qui soutient notre santé. Voilà, parce que Philippe, c'est un débat plus large, mais il y a plusieurs manières de voir. En tout cas, il y a ce besoin d'avoir des outils et que les données aussi soient là simplement. Et je pense que c'est compliqué aujourd'hui pour chacun d'avoir une vision sur ses propres données de santé. Et je ne parle pas non plus des données qui seront produites par tous les dispositifs connectés. Ça, c'est un autre débat, ça va venir, et on pourra aussi se poser la question. Oui, Isabelle, parce que, non, mais juste, je discutais avec un entrepreneur qui travaille justement sur la data, et je disais, bon, mais il y a finalement le RGPD, donc le consentement éclairé, on peut le donner. Il me dit, mais non, en fait, le RGPD, pour les données de santé, ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, je ne sais pas ce que je vais pouvoir découvrir avec cette data. Je ne peux pas donner, en fait, à celui qui me donne ces données de santé, en l'occurrence, lui, il travaille sur des données anonymisées, sur des masses de données, c'est du big data, mais je peux pivoter en permanence, je peux aller dans d'autres territoires de recherche, je peux moi-même m'associer à d'autres pour avancer vers encore une autre direction. C'est indispensable qu'on puisse garder cette liberté aujourd'hui. Alors, la liberté d'innovation, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental pour avancer. Oui, mais ça veut dire qu'effectivement, comme le disait Philippe, il faut que moi je donne mon accord finalement à un groupe, à une autorité, et puis faites-en ce que vous voulez, je vous fais confiance. C'est quelque chose comme ça, en fait. Alors, oui, je voudrais, juste avant de répondre, Stéphane, pour être bien cohérent, je voudrais revenir en fait sur ce que disait Philippe. Alors, l'accès du citoyen à ces données de santé, c'est une vraie problématique qu'on a voulu décrisper. Donc, dans la maison, vous allez voir qu'il y a... Remettez-nous la maison, là, la magnifique maison. quelque chose d'important qui va arriver en 2021, donc c'est quand même demain. C'est l'espace numérique de santé. En gros, c'est quoi? C'est la partie verte, là? C'est la partie, exactement. Ouais. Et donc, en fait... Non, c'est la partie jaune, je pense. C'est la partie jaune. C'est le médecin qui est dans la partie jaune et nous, on est dans la partie verte. Donc, en fait, il y a l'équivalent pour le médecin, de toute façon, enfin, pour le professionnel de santé. L'idée, c'est de fournir, via le numérique, finalement, sur le modèle, en fait, des stores applicatifs. Donc, la vision, c'est d'avoir un état plateforme qui fonctionne, en fait, et qui fournisse, encore une fois, les différents services. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un espace numérique de santé qui soit à la disposition de chaque citoyen. Et là, de manière très concrète, à partir de juillet, on va avoir les premiers éléments qui vont être mis en place. Et à partir de 2022, si tout va bien et on y travaille, chaque citoyen français pourra avoir un espace numérique de santé dans lequel il aura par exemple accès à son DMP, mais pas que, à un certain nombre d'applications qui seront référencées si elles répondent donc aux règles, encore une fois, d'éthique, sécurité, donc au référentiel socle que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est un pas majeur pour nous, et c'est pour ça qu'on considère d'ailleurs que l'année 2021, du point de vue du virage du numérique en santé, sera l'année du citoyen, parce qu'on va rendre concret, en fait, pour le citoyen, l'accès à ces données. Et alors, pour la deuxième partie, ça, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle l'utilisation en second des données de santé. Ouais. Donc là, c'est une problématique qui est assez différente et là, qui adresse plutôt justement la recherche, qu'elle soit publique ou privée, et où là, effectivement, on a d'autres enjeux. Et le citoyen, en fait, le recueil du consentement du citoyen,
il peut se faire de différentes façons. Et là, bon, on est en train de progresser, mais en fait, on sait très bien qu'on a besoin d'avoir à un moment donné ce consentement. L'objet, il doit être ou non défini. Vous savez, il y a des gens qui peut-être ont une vision un petit peu aussi différente de ça. Et donc là, c'est l'intérêt d'avancer sur les modes de fonctionnement et sur l'utilisation de ce qu'on évoquait aussi, qui sont des tiers de confiance. Anne. Je me pose la question de l'accessibilité, en fait, de la maison verte. Oui, bien sûr. Tous les vulnérables, les gens non connectés, les personnes qui ne sont plus en capacité de se connecter pour diverses raisons. L'âge, la maladie, les moyens qu'il faut pour avoir un accès à ces... Et aussi la formation des gens. C'est pour ça qu'on avait pensé dans nos tables rondes à la formation des citoyens via l'entourage médical des citoyens, les pharmaciens. Alors, on ne voulait pas tout mettre sur le dos du médecin traitant parce que je crois que lui, il a déjà tout ce qu'il faut. On pensait justement impliquer les pharmaciens parce que les pharmaciens, on a pensé à impliquer les pharmaciens, mais d'autres partenaires de santé des usagers. Et parce que la vraie question, c'est aussi, OK, on peut consulter, mais donner cette chance à tous. Quelle que soit la vie de tous. Oui, tout à fait. Et donc, non, mais Anne, ne pas exclure les plus vulnérables d'un système, en fait. Le rôle du pharmacien, il est super important. Et en plus, ils sont en demande de ça, les pharmaciens. Ils sont, enfin bon, on va pas, mais c'est un modèle économique en plein bouleversement aujourd'hui. Oui. Et donc, tout ce qui peut être accompagnement, conseil, etc., je crois qu'ils sont vraiment en demande, les pharmaciens, de voir leur rôle évoluer, en fait. On les voit. En tant que patient, on les voit, vous le savez très bien, on est tous patients, on le voit tout le temps, à tous les instants du parcours. Non, et puis il y a une relation très particulière qui se noue en plus. Voilà. Et il est demandeur, oui, je pense. Ça se passe très bien, la vaccination. Alors, ce qui nous amène peut-être à l'autre partie, c'est-à-dire, donc, on a vu ce qui se passe du côté des patients, il y a aussi ce qui se passe du côté des acteurs. C'est-à-dire, est-ce que, je ne sais pas, alors là, pour le coup, je vous pose la question, Isabelle, Anne, je vous pose la question, est-ce que les acteurs du système de santé sont volontaires parce que certaines de ces données, c'est eux finalement qui les ont recueillies. Est-ce qu'ils sont volontaires pour les échanger, pour les partager avec leurs confrères, leurs collègues, leurs concurrents de temps en temps, si on va vers l'économie? Comment est-ce que ça se passe de ce côté-là? Alors, il serait peut-être un peu difficile pour moi de vous donner l'avis de tous les acteurs, bien sûr. Je pense que ce qu'on voit, nous, au quotidien, c'est que les médecins sont plutôt favorables à avoir accès à des données qui pourraient venir d'ailleurs, participer à l'innovation. Et donc, ça veut dire qu'eux aussi les donnent oui, il faudrait. L'innovation en santé, le bien-être des patients, la meilleure prise en charge paraît une volonté de tous. Est-ce que dans les faits... En tous les cas, on a souvent, je pense que vous l'avez tous vécu, vivre en face de son médecin qui ne passe que son temps sur son ordinateur parce qu'on lui a mis un nouveau logiciel et qui n'y comprend rien. On se dit qu'il y a des choses à améliorer quand même. Oui. Alors ça, c'est une autre table ronde. C'est une autre table ronde. Mais allez-y, elle est passionnante. C'est l'avenir c'est ce qu'on appelle l'avenir du soin. Hein, ça concerne aussi l'interopérabilité des choses. C'est comment on interagit dans un système et qu'on met tout le monde sur la table et qu'on aplatit le socle. Et on rend le DMP accessible à tous, par exemple. Puisque pour l'instant, il n'y a pas... Je ne sais pas quels sont les chiffres du DMP à ce jour. Activé, vous voulez dire Mais c'est comme le droit individuel à la formation, ça, DMP is the new DIF, non? Je ne les ai pas en tête, mais ce qui va être intéressant, pour être très honnête, c'est de voir l'accélération de l'usage du DMP. Et là, peut-être, Stéphane, vous referez d'ici un an et demi, cette même table ronde. Et là, on va piloter, en fait, vraiment ces chiffres-là, de savoir d'où on part maintenant. Et avec l'accès au DMP via notamment l'espace numérique de santé, et le bouquet de services pour le professionnel de santé qui suivra, qui sera un peu dans le même esprit, vous allez voir que les usages vont vraiment partir de manière, et c'est ce à quoi on œuvre, de manière exponentielle. Donc là, on va avoir une photo qui va être complètement différente, et c'est ça notre objectif. Philippe, sur le rôle, cette fois-ci, des professionnels de santé, comment est-ce que vous regardez ça? Alors, difficile de me prononcer de manière autorisée sur le rôle des professionnels de santé en tant qu'acteurs. Je vais poser une question directe, Philippe. Est-ce qu'ils vous sollicitent? Alors oui, bien entendu, naturellement. Et notamment la crise, la pandémie,
a été l'occasion de renforcer nos liens avec les professionnels de santé, bien entendu. Et nous avons été sollicités. Notre objectif en tant qu'institut de recherche était de nous mettre au service des soignants et des autorités et de pouvoir très rapidement répondre aux besoins. Donc, il y a tout un ensemble de projets que nous avons lancés. Et dans ce cas, c'est d'ailleurs souvent posé la question de pouvoir travailler dans l'urgence, tout en respectant scrupuleusement la réglementation. Il n'était pas question et nous pouvons le comprendre, que des collègues chercheurs côté numérique puissent avoir accès sans contrôle aux informations des patients. Donc il a fallu mettre en place des cadres très, très stricts, légaux et également techniques, pour qu'on puisse travailler sur ces données. Donc bien sûr, il y a des sollicitations. Nous remarquons d'ailleurs souvent le fossé entre ce que voudraient faire les médecins et ce qu'on est capable de faire. Très très souvent, on est en mesure de répondre très rapidement à leurs besoins. Et la question est d'ailleurs d'arriver à créer les cadres pour pouvoir leur montrer ce qu'il est possible de faire pour leur permettre d'aller vers de nouvelles questions et poser de nouveaux problèmes. Et de problèmes en termes logiques, hein, pas de créer des problèmes, de poser de nouvelles questions. Du côté des entrepreneurs, est-ce que là aussi vous avez des problèmes à résoudre? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement de la façon dont vous travaillez et des sujets précis sur lesquels vous travaillez aujourd'hui, Philippe? Les sujets précis. Alors, déjà, la manière de travailler. Notre positionnement en tant qu'institut de recherche public, c'est d'être donc au service de la collectivité et également au service de l'économie française. Donc, naturellement, en tant qu'institut de recherche, toujours, c'est d'identifier là où nous pouvons apporter des solutions, lever des verrous technologiques. Donc, ça peut être des questions qui sont exprimées par les industriels eux-mêmes, mais ça demande un process de maturation, de qualification, de discussion. Ça prend beaucoup de temps, faut se connaître. Et aussi, il y a toute une partie, ce qu'on peut appeler du techno-push, où j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur de la modélisation. Par exemple, un sujet ces dernières années, dont on va beaucoup parler certainement dans la prochaine décennie, c'est celui du jumeau numérique. C'est-à-dire, depuis de nombreuses années, j'ai des collègues qui peuvent faire des modèles mathématiques précis des organes, qui sont au départ des modèles génériques, et qui pourront utiliser les données des patients pour pouvoir personnaliser ces modèles et anticiper des traitements, par exemple, des opérations chirurgicales également. Donc là, on a en plus de la modélisation des techniques de réalité virtuelle qu'on peut utiliser. C'est des choses qui commencent à être développées et mises en place avec des praticiens, avec des chirurgiens notamment. Et là se pose souvent la question de quelles seront les entreprises qui sont en mesure de porter ces innovations, d'aller travailler jusqu'au bout, c'est-à-dire de franchir les barrières réglementaires, ce qui est important là encore, et aussi de trouver les bons modèles économiques. Et c'est compliqué de trouver les bons acteurs en France. Je discutais hier avec un grand éditeur, quelqu'un qui est dans un grand éditeur de logiciels en France, et il parlait de l'absence de Mittelstand en France, c'est-à-dire on va dire de cette couche intermédiaire de PME et d'ETI dans le domaine de la santé en France. C'est-à-dire très très vite, nos interlocuteurs vont être des gens comme Medtronic, Philips ou Siemens. Mais il y a de l'espoir justement pour que se crée toute une couche d'entreprises, de services au niveau du logiciel avec qui nous pourrons travailler. Voilà. Donc alors après, c'est vrai, je n'ai pas répondu à votre question sur les exemples. Non, mais c'était très intéressant. Et c'était effectivement un nouvel aspect en plus, Philippe. Non, c'était très intéressant. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est le cadre d'une autre table ronde, le changement d'échelle. Il y a, je vous donne le chiffre, hein, et vous le verrez dans les autres tables rondes, il y a à peu près aujourd'hui 1800, 2000 startups, tant sur la thérapeutique que sur les medtech. Bon, ben voilà, il faudrait qu'effectivement, ça devienne... rêvons, une centaine d'entreprises de taille intermédiaire qui fassent ce fameux Mittelstand. On peut dire un mot parce qu'il nous reste quelques minutes, le Health Data Hub et ce sujet qui a alors agité le monde digital quand même, hein, de l'héberger sur les serveurs de Microsoft. Est-ce que c'est pas d'ores et déjà sur cette grande question une forme de défaite ?
Alors, je pense que là, tout a été dit ou écrit ou à peu près. Oui, mais ça reste intéressant. Les décisions ont été prises, donc voilà. Et en fait, probablement qu'on a vu justement ce prisme culturel qui ressurgissait aussi, même si des garanties avaient été fournies et auditées évidemment par le Health Data Hub, mais la décision de toute façon a été prise par le ministre, hein, donc oui, bien sûr. Voilà, je pense qu'aujourd'hui le sujet il n'est plus tellement là, mais on en avait parlé également, c'est de voir aussi comment en fait cet enjeu va être porté au niveau européen, parce que fondamentalement, vous avez évoqué le RGPD tout à l'heure, on est dans un cadre qui est finalement un cadre européen. Et là, ça va être encore un autre pas qui va être fait. Et nous avons en fait en France la chance d'avoir déjà cette ambition avec le Health Data Hub qui va être porté et qui dorénavant va également avoir son écho, on va dire, au niveau européen. Il ne faudrait pas qu'il soit hébergé par Microsoft quand même, celui-là, non le European Health Data Hub. Mais juste un mot, Isabelle, ce avec quoi on a commencé cette discussion, c'est-à-dire l'ensemble de votre référentiel, socle, etc., il est aussi fait en partenariat avec nos partenaires européens ? Alors en partenariat, non, même si c'est un système consultation, ouvert, on va dire, c'est ouvert en consultation. C'est-à-dire que ici, même si l'Hexagone est grand, nous ne sommes pas non plus une île déserte comme certains qui prennent leur envol là. Je pense à nos amis britanniques. Non, évidemment, nous sommes et nous agissons, j'allais dire, en cohérence aussi avec une feuille de route européenne. Alors vous savez que jusqu'à présent, et la pandémie va peut-être un petit peu chambouler ça, la santé est une matière nationale, ouais. Mais il y a quand même un socle de cohérence internationale auquel la France contribue. Donc nous sommes actifs sur plusieurs projets européens et ça va faire plaisir à Anne, en particulier sur les sujets d'interopérabilité. La pandémie a montré le besoin aussi de porter ce sujet au niveau international. Anne, il nous reste 1 minute 30 en termes de conclusion et pour résumer l'ensemble des travaux que vous avez super éclairés. Je trouve que cette dynamique de mettre tout le monde autour de la table, donc tous les participants de la démocratie en santé, les institutionnels, les chercheurs, les médecins, les start-upers, j'espère oublier personne, et les représentants des patients. Et les industriels. Les industriels, les industriels. C'était vraiment une démarche nécessaire parce que c'est une démarche qui nous concerne tous. Où on a besoin d'entendre toutes les voix, de mettre toutes les compétences ensemble, techniques et commerciales et institutionnelles. Et vraiment, donc c'est une démarche nécessaire. C'est quelque chose où on a besoin de mettre tout le monde ensemble et de co-créer et de s'engager tous pour améliorer la santé des citoyens. Et donc l'idée, pour rester sur nos datas, c'est que dans peu de temps, parce qu'on a compris qu'il y avait une forme d'urgence, finalement, d'abord on les ait, et on puisse donner nos datas de santé comme on donne nos organes, comme on donne notre sang. Probablement, tout ça avec un encadrement tout à fait correct et soutenu, et en faisant pas n'importe quoi et en gardant des garde-fous. En gardant des garde-fous. Merci Anne Schweighofer, merci Isabelle Zablitz-Schmidt, merci Philippe Guénouin d'avoir été avec nous durant cette table ronde. 4 tables rondes, hein, donc il y en a 3 autres que vous pouvez aller regarder dès que vous le souhaiterez. Bonne journée à tous.